Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez ce qui est juste là, derrière moi là. Et oui, Audi e-tron GT. Et je suis en fait actuellement à Reims pour vous parler de cette super sportive, de cette GT. Et juste avec moi, eh bien, il y a Clément. Clément, salut. Alors Clément, toi tu es chargé de la communication pour Audi France. Hein. Ouais, Qu'est-ce que vous nous avez réservé là quand même? C'est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est notre première GT 100% électrique. Voilà, 4 portes. Et là, on a la version RS, qui est la version extrême, qui fait 600 chevaux. 600 chevaux électriques. On sait que la grosse particularité de l'électrique, c'est que dès qu'on appuie, ça répond, ça réagit hein, tout de suite. Hein. C'est hyper réactif et c'est un véhicule qui est très surprenant. Tu vas le voir tout à l'heure sur la route. Ouais. C'est quelque chose d'unique. Tu vas en prendre le volant, forcément. C'est le but, hein, c'est pour ça que je suis là. Bon, on va pas se le cacher. Elle est quand même. Il y a un ADN qu'on connaît quand même derrière ça. C'est quand même la cousine de Taycan, Porsche. Donc il y a des éléments qu'on va pouvoir retrouver. Oui, alors c'est une voiture qui est basée sur la même plateforme, la plateforme J1, qui est partagée en développement avec Porsche et qui est utilisée pour la Taycan. Un peu comme on l'a sur d'autres véhicules, MLB, où on a du Touareg, du Q7 et du Cayenne qui sont faits sur les mêmes bases. Alors, effectivement, au niveau motorisation, on a des niveaux de performance assez proches, puisque là on a 600 chevaux et 650 chevaux en overboost, avec un 0 à 100 en 3 secondes 3. Donc une batterie aussi qui est de dimension à peu près similaire. On a 93 kWh de puissance pure et 85 en utile, qui nous permet d'atteindre 472 km sur le cycle WLTP pour cette version RS. Et alors, pour l'autre version qui est l'e-tron GT non RS, c'est quelques chiffres? Oui, alors pour e-tron GT Quattro, puisque la petite version, si on peut dire comme ça, c'est assez amusant, fait 472 chevaux et qui a un overboost à 530. Et donc là, on a 487 km d'autonomie sur le cycle WLTP. Alors l'overboost, c'est le launch control, c'est-à-dire que suffit d'appuyer très très dur sur la pédale de frein, d'appuyer à fond sur l'accélérateur. Et la magie, eh bien, c'est que c'est l'électronique qui fait tout seul. Et il y a, alors pour l'instant, je ne l'ai pas essayé sur e-tron GT et RS e-tron GT, mais il y a une capacité à passer le couple au sol, en tout cas sur Taycan, qui était assez impressionnante. Et quand on sait que forcément il y a eu des petits échanges en interne, je pense que ça va pousser très très fort. Je vais découvrir ça. Clément, il faut quand même qu'on fasse un petit tour de la voiture. Hein. Allez, je vois qu'il y a déjà... alors raconte-nous un petit peu l'histoire du design, parce que déjà on voit que la calandre a un petit peu changé. Mais je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, il y a un petit truc qui se passe quand même à ce niveau-là. Alors, sachez qu'on maintient quand même à notre distance, hein. On est assez loin, on est quand même dans un très grand hangar. Et c'est pour ça qu'on s'est permis d'enlever les masques, notamment pour que je sois un petit peu plus audible. Alors, raconte-moi un petit peu. Alors, cette voiture, elle découle du concept car qui a été présenté au Salon de Los Angeles en 2018 et on n'a rien changé sur la voiture. On a juste ajouté des poignées de porte puisqu'il n'y en avait pas sur le concept, c'était pour faire plus joli. Mais on est obligé quand même pour ouvrir la voiture, c'est plus pratique. On a pour la première fois sur une Audi ce qu'on appelle une calandre inversée, c'est-à-dire qu'avant on avait l'habitude d'avoir une grille et maintenant on a du plein, pour des raisons aérodynamiques et aussi pour des raisons d'esthétisme. Donc on a ces dessins de nids d'abeilles avec des reflets qui rappellent nos modèles RS qui sont tous avec des calandres en nid d'abeilles. Et puis on a la possibilité d'avoir ce masque qui est en noir, on peut l'avoir dans d'autres coloris, en gris Manhattan, et cette partie pleine qu'on peut avoir soit tout en noir, soit couleur carrosserie. Voilà, donc ça c'est à l'avant, c'est très important. On a cette signature lumineuse avec des séquences d'allumage dans les phares, avec ce X qui rappelle nos modèles ultra sportifs. Et puis on a ce long capot plongeant avec cette découpe qui est pour l'optimisation aérodynamique de la voiture. Et puis surtout, en fait, on a une voiture qui a des belles proportions. C'est-à-dire que la voiture fait 4,99 m de long, 1,96 m de large et 1,41 m de haut. C'est plus bas qu'une A7 par exemple de 2 cm. Et alors attends, parce qu'il y a un petit détail quand même là. Je vois du bleu au niveau de la signature lumineuse. Oui, alors ça c'est une voiture qui est équipée des phares laser. C'est-à-dire que les phares laser, c'est des phares qui s'activent automatiquement, un laser qui crée un cône lumineux qui double la distance d'éclairage des phares HD Matrix LED classiques pour passer de 300 à 600 mètres. Il y a une sacrée ribambelle de capteurs là. Est-ce qu'elle reprend le lidar qu'il y avait déjà sur le véhicule? Elle ne reprend pas le lidar parce que c'est une technologie dont on n'a pas besoin pour nos assistances à la conduite sur cette voiture-là, mais elle reprend toutes les aides à la conduite qu'on retrouve sur une voiture classique. Puisque c'est une GT, c'est une voiture qui est à la fois performante et confortable, et donc on doit pouvoir faire des longs trajets avec elle. Elle est designée, elle est prévue pour ça dès le départ. Donc on a toutes les assistances à la conduite qu'on retrouve sur nos véhicules habituels. Ok, correction, maintien de cap, régulateur de vitesse, etc. Ouais, alors il y a une autre particularité juste un peu plus bas, puisqu'on va s'en parler,
ce truc-là, ces éléments en carbone qui sont complètement dingues. En même temps, on va se parler après du tarif, on va garder le meilleur pour la fin, mais il y a quand même des éléments en carbone qui sont assez fous. Et alors, non pas que ce soit extrêmement innovant, parce que c'est des choses qu'on retrouve régulièrement, mais on a des volets actifs qui sont quand même assez proéminents, ils sont quand même assez imposants, ils sont juste là en bas. Vas-y. L'aéro d'une voiture électrique, c'est prépondérant parce qu'on a un CX de 0,24 sur cette voiture, là, un coefficient de traînée de 0,24, et c'est lié à plein d'optimisations. La calandre single frame qui est pleine, par exemple, mais aussi des volets mobiles. C'est-à-dire qu'en fermant les volets, en les occultant, on améliore la pénétration dans l'air de la voiture, puisqu'on va moins guider l'air, on va moins freiner l'air au passage. Et donc on a ces fentes verticales que vous trouvez là, qui sont entourées de carbone sur le côté de la voiture. Voilà. On a ces fentes verticales qui vont créer un coussin aérodynamique, qui vont créer un coussin autour de la voiture, aider des pales qu'on voit là à couleur argent. Et ces pales vont participer à l'aéro de la voiture pour réduire les frictions et réduire la traînée sur la voiture. Et le chemin de l'air va passer juste là derrière, dans ces flancs qui sont creusés. Tu vas pouvoir filmer de ce côté-là. Ces flancs qui vont permettre de faire écouler l'air le long de la voiture et donc d'optimiser encore une fois la traînée de la voiture et d'améliorer sa pénétration dans l'air. Là, on a quand même une particularité sur le freinage, là, ces gros étriers rouges. Il y a bien un truc qui se cache derrière. Hein. Ouais, alors sur une voiture haute performance, c'est important d'avoir de bons freins. Donc comme on l'a montré tout à l'heure, il y a des volets mobiles qui permettent de guider le flux aéro sous la voiture et de venir refroidir les freins. Parce que le freinage, dans 90% des cas au quotidien, il est fait par les moteurs qui vont régénérer de l'énergie jusqu'à 265 kW au freinage, dans 90% des cas du quotidien. Par contre, si on veut s'énerver un peu, puisque c'est une GT et qu'elle est capable de faire du sport, on a plusieurs systèmes de freinage différents. On a un freinage standard sur l'e-tron GT qui est en acier avec des freins de 360 mm pincés par des étriers à 6 pistons. Sur la RS de série, on a des freins qui sont traités au carbure de tungstène, qui est un matériau qui est plus dur que le diamant. En fait, c'est des freins acier classiques qui sont d'un diamètre plus grand que la version normale, qui sont 415 mm, mais ils sont traités par projection avec du carbure de tungstène, qui est un matériau qui est utilisé dans l'industrie pour couper de l'acier, justement. Et donc ces freins vont avoir une meilleure résistance à l'échauffement, une plus grande durabilité de l'ordre de 30%, et surtout vont permettre de réduire les émissions de particules au freinage de 90% par rapport à des freins acier classiques. Et puis alors là, on est sur la version RS et en plus, c'est la version avec toutes les options. Là, on a des freins en carbone céramique qu'on connaît déjà sur une R8. Ces freins en carbone céramique sont éprouvés avec une grosse résistance à l'échauffement. On peut vraiment mettre de grosses charges sur ces freins-là. Ils font 420 mm de diamètre. Ils ont des étriers à 10 pistons. Et on gagne aussi 20 kg de masse non suspendue. Et les masses non suspendues, c'est extrêmement important parce que ça participe directement à l'agilité de la voiture. Avec ces trappes, on en a une à gauche et une à droite qui permettent de charger soit en courant continu, soit en alternatif. En courant continu, on peut monter jusqu'à 270 kW en charge continue. Ah oui, c'est 270 puisqu'on est... Eh oui, voilà. Ah oui. Eh oui, voilà. Parce qu'on a une batterie 800 volts. Alors ça, on rentre dans la technique, mais on a une batterie qui a un voltage 2 fois plus important que sur une e-tron classique. Et donc, en augmentant le voltage, on a des batteries qui sont plus petites. Donc on peut placer dans un plancher plus fin et donc gagner encore en centre de gravité pour la voiture et puis d'augmenter d'autant quasiment les performances de charge. On passe de 150 à 270 kW en charge courant continu. Ça permet de charger de 0 à 80% en 22 minutes 30. Pour donner un ordre d'idée, ça permet de remettre 100 km d'autonomie de la voiture en 5 minutes. Eh bien, comme Porsche Taycan, cette RS e-tron GT, mais cette e-tron GT aussi, eh bien, un réseau 800 volts, c'est quand même une grosse particularité et une grosse capacité aussi à être capable de livrer des performances comme ça et de les répéter, parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait des tests qui aient été faits encore sur e-tron, enfin RS e-tron GT et e-tron GT, mais quand même Taycan a su montrer qu'elle était capable de faire du 0 à 200. On a fait des tests justement, et on a fait des launch control de 0 à 200 et elle est capable d'en répéter 20 d'affilée. Ok, bon bah dans la mesure où on va dire que c'est la même plateforme, en fait, vous êtes assuré. Sauf qu'en plus, vous avez une petite particularité que n'ont pas, entre guillemets, l'autre, vos cousins allemands, c'est que vous êtes sur une pompe à chaleur dès le premier niveau, dès e-tron GT en fait. Bah, comme sur une e-tron classique, pour optimiser l'autonomie de la voiture et la consommation, on a une pompe à chaleur qui est de série sur la voiture puisqu'elle va capter la chaleur de la batterie et des composants électroniques de la voiture pour alimenter le réseau de chauffage et de climatisation de la voiture. Les radiateurs de la voiture sont interconnectés avec la climatisation de la voiture pour, en fonction des besoins de refroidissement de la batterie, de pouvoir passer de l'un à l'autre et donc d'optimiser. Ça permet jusqu'à 14% d'autonomie supplémentaire sur les voitures dans des conditions extrêmes de froid ou de chaud. Alors on va regarder les lignes. Effectivement, on a des quattro blisters qui sont très marqués. Effectivement, c'est en allant vers l'arrière qu'on va se rendre compte à quel point la voiture est large et sportive.
c'est qu'on a un dessin qui est extrêmement fluide, avec une descente de toit qui est très, très plate, très basse, et des passages de roues qui sont extrêmement marqués. Les quattro-blisters, c'est ces lignes-là qui rappellent que la voiture est une 4 roues motrices, ces flancs tendus. Et là, on est encore élargi sur le côté, et donc on pourrait quasiment poser un verre c'est quasiment plat, on est quasiment sur de l'horizontale. On a un toit comme ça là, qui va se resserrer sur l'arrière et qui va donner cet arrière très fluide, ce 3/4 très large, et qui est encore accentué par le bandeau LED qu'on a à l'arrière avec cette signature lumineuse qui est typique Audi. Ouais, qui fait vraiment, regardez un petit peu là, ce décroché là, il faut qu'on se rende bien compte quand même de cette forme qui est quand même assez redoutable. Donc on a cet aileron qui a plusieurs positions également. Ouais, alors 3 positions. Là, elle est sur la position haute. L'aileron, en fait, en fonction de la vitesse, il va se relever pour apporter de l'appui à l'arrière de la voiture, pour améliorer la stabilité de la voiture. Mais il se positionne sur 3 niveaux différents pour toujours avoir un rapport coefficient de traînée performance qui soit adéquat. À l'arrière, on a un diffuseur qui est très large, justement pour asseoir la voiture, parce que le diffuseur, c'est un moyen qui est plus efficace qu'un aileron ou qu'un spoiler pour amener de l'appui à l'arrière de la voiture sans faire trop de traînée et créer trop de perturbations aéro. Donc là, on a un diffuseur qui est extrêmement large sur cette voiture. C'est même plus large que sur une R8. Bon, on va continuer notre petit tour. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour de... Elle n'existera pas avec des rétroviseurs numériques comme peuvent les avoir les autres. Sur cette voiture-là, on a des rétroviseurs à coque carbone parce qu'en plus on est sur une ERS. Et on a une petite particularité sur celle-là. La voiture de série sera livrée avec un toit intégralement panoramique en verre. Et là, on a un toit carbone pour gagner 8 kg tout en haut de la voiture. Et c'est important pour le centre de gravité de la voiture, encore une fois. C'est important, mais je mettrai le prix de l'option en synthé de la vidéo, vous allez voir. Je l'ai vu passer déjà, c'est quelque chose. Quand on aime, on compte pas. Voilà. Et vous savez pourquoi on dit ça? C'est parce que là, on va commencer à attaquer la douleur. C'est que là, Clément, moi ensuite, je vais faire un petit tour quand même de l'intérieur, évidemment. Avant d'embarquer, on peut peut-être juste donner les 2 tarifs de base de RS e-tron GT et de e-tron GT d'abord peut-être. Ouais, alors e-tron GT, donc la version en 476 chevaux, commence à partir de 101 500 € et la version RS 140 700. Là, on est quand même, je ne sais pas si vous le voyez, mais forcément, on est sur un petit peu de soin du détail. On est sur du double vitrage. Hop, allez, très rapidement, dis-nous tout. Et puis après, je vais aller quand même faire un petit tour, moi, à bord. Donc on retrouve en fait une console. Installe-toi. Je m'installe dans la voiture. Oui, tu seras mieux. Moi, je suis à l'extérieur, donc on est quand même. Avec plaisir. Voilà, donc on retrouve quand même un habitacle qui est finalement un peu différent. C'est-à-dire que vous avez abandonné l'écran bas tactile qui servait à la saisie pour le GPS et pour le contrôle des éléments un petit peu de climatisation, pardon. Effectivement, on a cette... Alors je vais refermer la porte derrière moi, comme ça on verra mieux, mais on a cette volonté de faire un cockpit pour le conducteur. On reprend le concept du monoposto qui vient de la R8 et qui est de donner l'impression au conducteur d'être dans une voiture de course. C'est-à-dire qu'on va avoir une ligne qui va parcourir tout l'habitacle comme ça et qui va donner l'impression d'être dans une monoplace. Voilà. Et on a supprimé le deuxième écran parce que en fait, on veut avoir ce côté avion de chasse avec des boutons, avec un contact physique avec la voiture et pour la différencier aussi de notre ligne classique. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on sombre quand même pas dans l'excès. Là, on n'est quand même pas sur un truc où il y a quand même 30 milliards de boutons comme on a pu les connaître parfois chez certaines marques avec des trucs jusqu'au plafond. Là, on est... Non, là, on est sur quelque chose qui a une ergonomie qui est bien connue de chez nous. Pour nos clients, il n'y a pas de... Ils vont retrouver leur repère habituel. Juste une petite nouveauté, c'est que un petit hommage au premier iPod. Maintenant, pour monter le volume, on a une petite dose... Alors, je l'avais eu sur A3 TFSIe, effectivement. C'est nouveau, ça. C'est à la place de la molette qui tournait. On a maintenant ce petit pad tactile. Alors, du coup, ça s'appelle toujours MMI Touch. Alors c'est MMI Touch sur cette voiture, puisque effectivement on a un écran tactile intégralement, on a toutes les commandes, la radio, le média, les commandes de téléphone, CarPlay, Android Auto, la navigation avec la vue par satellite, tous les réglages de la voiture, notamment le Drive Select, pour configurer sa voiture comme on le souhaite, selon les différents modes, efficiency, confort, qui est le mode par défaut, et puis dynamique. On a une suspension pneumatique à 3 chambres qui permet d'avoir
plus large plage de réglage qu'une suspension pneumatique classique et surtout qui est plus réactive lors des changements d'appui. Ça permet de relever la voiture en fait sur plusieurs niveaux. La suspension elle est variable sur 42 mm pour passer un ralentisseur, un trottoir, et puis aussi la rabaisser en fonction du mode choisi dans le Drive Select, donc confort, dynamique, individuel, ou de la vitesse de la voiture également, puisque quand on est sur autoroute, la voiture va s'abaisser, encore une fois, pour optimiser l'aérodynamique. Bon, écoute, là tu m'as quand même fait, donc on s'est parlé des tarifs, tu m'as quand même fait une belle présentation. Le seul souci, c'est que c'est pas moi qui suis au volant, donc c'est moi qui vais m'y mettre. Et en fait, il y a quand même une petite particularité, parce que c'est sans doute pas évident à le percevoir comme ça, mais en fait, vous avez conçu un cockpit, comme tu le disais, c'est quand même inspiré de R8, mais aussi avec la console centrale, parce que c'est vrai que certains se disent, bon, on profite de ne plus avoir de levier de vitesse, etc., pour dégager un petit peu tout ça. Vous avez fait un choix un petit peu différent. Ouais, on a ce choix justement pour garder ce côté monoplace, voiture à conduire, d'avoir une console qui est même plus haute que ce qu'on a habituellement sur nos productions équipées d'une transmission quattro, avec ce levier, ce sélecteur de vitesse à retour haptique, et puis cette impression justement d'être faire corps avec la machine. Voilà, c'est vraiment l'idée de base, c'est un écran pour toutes les fonctionnalités, l'affichage du GPS, la radio, on peut tout commander depuis le volant. Et puis toujours d'avoir les commandes du Drive Select ici, pour déconnecter l'ESP, on peut même couper l'affichage des écrans pour être vraiment concentré sur la route. On a un affichage tête haute aussi. Ouais. Donc tout est fait pour que le conducteur puisse se concentrer sur son plaisir de conduite sur cette voiture. Et oui, je vais maintenant en prendre le volant. Enfin, pas tout à fait, parce qu'en fait, le reveal, la présentation de Audi RS e-tron GT et e-tron GT, en fait, eh bien, sont soumis à 2 embargos. Le premier, eh bien, nous permettait de vous parler vous montrer tout simplement, eh bien, cette auto en statique, je vais y arriver. Et dans une seconde vidéo, eh bien, je vous partagerai mes premières impressions à bord. Voilà, donc rendez-vous dans une prochaine vidéo où je pourrai vous dire, eh bien, ce que j'ai pensé de mes premières impressions, encore une fois, de la conduite. Mais ici, c'était la présentation statique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous savez quoi faire, on like, on partage, on s'abonne également si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, n'hésitez pas à interagir avec moi sur les réseaux sociaux. Il y a le channel Discord également, enfin le groupe de discussion sur lequel eh bien, on parle un petit peu de tout. On est quand même quelques-uns. Et je vous donne eh bien, tout simplement rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et ce sera donc a fortiori l'essai, enfin en tout cas la première prise en main d'Audi RS e-tron GT. Et vous allez voir, c'est quand même pas mal.